Les conditions sont là, globalement, pour qu'il y ait une baisse des taux de la part de la Fed. Il y a eu un moment où les marchés s'interrogeaient pour savoir si, avec les droits de douane, il allait avoir de l'inflation, éventuellement même hausse des taux de la part de la Fed. Je pense qu'on n'est plus dans ce scénario-là et que la tendance, globalement, va rester à la baisse. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Philippe. Bonjour. Très ravi de vous retrouver si nombreux pour ces ponts du mois de mai. Ce que je vous propose, c'est comme à notre habitude, c'est de refaire un peu le point sur ce qu'on avait dit courant mars. Tout d'abord, nous avions anticipé avec une certaine précision que la Banque centrale européenne allait baisser ses taux de 25 points de base. Cette prévision, elle s'appuyait à la fois sur le reflux progressif de l'inflation observée justement dans les données récentes, mais aussi sur la communication de la BCE qui elle-même préparait quand même les marchés à cette évolution monétaire. Le deuxième point important, c'était les courbes de taux, notamment en zone euro. Nous avions insisté sur leur pontification et ce phénomène, en fait, il reflète le comportement des investisseurs qui acceptent l'idée d'un assouplissement à court terme, mais quand même restent exigeants sur les maturités longues. Et ça, en cause, c'est des incertitudes persistantes sur l'inflation à moyen terme et puis des déséquilibres budgétaires qui sont toujours très présents. Et puis en troisième point, on avait vu effectivement la dynamique entre les marchés d'actions et les marchés obligataires. C'est vrai que les marchés actions drivaient un peu la direction financière. Et en fait, ce leadership que nous avions qualifié de temporaire était susceptible d'être remis en question rapidement avec l'évolution à la fois des indicateurs macro et des décisions des banques centrales. Et puis, en dernier point, le contexte international, notamment avec les mesures protectionnistes de l'administration Trump. Nous avions alerté justement sur ces mesures et les ripostes qu'elles pouvaient entraîner, ce qui allait freiner le décrue de l'inflation et puis les barrières douanières qui allaient entraîner, bien évidemment, une pression haussière sur les prix, ce qui complique les missions des banques centrales. Et aujourd'hui, on va rentrer un peu plus dans le détail avec vous, Philippe. Oui, absolument. Alors, le FMI a sorti récemment ses nouvelles prévisions de croissance pour l'ensemble du monde. On peut constater qu'ils ont abaissé leurs prévisions. Ils étaient plutôt au-dessus de 3 pour 2025 et 2026 pour l'ensemble de la planète. Et ils sont maintenant à 3 pour 2026 et au-dessous de 3 pour 2025. Il faut dire que le travail des prévisionnistes en ce moment, et compte tenu de l'agitation de la politique américaine, est pas facile et que ce sont pour la plupart des prévisions dans le brouillard. Toutefois, ce que l'on peut dire, c'est qu'ils ont abaissé assez sensiblement leur prévision de croissance pour les États-Unis, qui est maintenant de 1,8 pour 2025 et 1,7 pour 2026. Mais comme on le disait, ça reste un peu du doigt mouillé. Et pour la zone euro, on est à 0,8 pour 2025 et légèrement au-dessus de 1 pour 2026. La prévision pour la France est tombée à 0,6 et 1% pour 2026. L'Allemagne restant à zéro de croissance en 2025 et peut-être un petit rebond en 2026 lié en particulier à leurs mesures budgétaires et les 500 milliards qu'ils veulent investir. À noter, hors du monde occidental, la Chine qui ralentit avec une prévision à 4% pour 2025 et 2026 et en sens inverse, l'Inde qui continue d'avoir une croissance assez forte selon la FMI à 6,2 en 2025 et 6,3 en 2026. Parallèlement à cela, à ces prévisions, on a eu des chiffres qui sont tombés. En zone euro, on a été plutôt agréablement surpris avec une croissance au T1 2025 de 0,4%, et cela malgré une Allemagne qui reste à l'arrêt et une France qui a une croissance aussi très modeste de 0,1% au premier trimestre. Et en revanche, une croissance américaine qui a surpris à la baisse
avec une croissance négative de 0,3%. Alors, il faut se méfier, les chiffres américains sont en rythme annualisé. Enfin, tout de même, on est passé au-dessous des zéros au premier trimestre américain. Et ça reflète ce que l'on avait déjà vu en France au semestre dernier, c'est-à-dire que les troubles, l'incertitude politique entraînent mécaniquement un arrêt ou un ralentissement de l'activité économique compte tenu de l'incertitude que cela crée pour les entreprises. Toutefois, on peut nuancer ce chiffre de croissance américain en regardant le marché du travail. Parce que normalement, lorsqu'on n'a plus de croissance, voire que lorsqu'on rentre en récession, on devrait avoir une dégradation du marché du travail, ce qui n'est pas le cas pour l'instant aux États-Unis. On voit que les derniers chiffres de création d'emplois que vous avez sur ce graphique, sur la gauche, avec 177 000 créations d'emplois non agricoles, reste assez dynamique. Et le taux de chômage n'a pas augmenté et reste très bas à 4,2%. En zone euro, en revanche, et contrairement à ce qu'on aurait pu penser compte tenu des chiffres de croissance, le chômage reste à 6,2% et donc supérieur à ce qui était attendu par les prévisionnistes. Un élément intéressant à regarder, c'est celui de l'évolution des matières premières et des produits énergétiques depuis le début de l'année. On a eu effectivement, comme vous le voyez sur ce graphique, une baisse des prix du pétrole. Le baril en Europe a touché les $60 le baril et une baisse des prix du gaz. Baisse du prix également du blé, même si le nickel sur ce graphique reste à peu près stable. Donc on a un effet déflationniste lié à ces prix de l'énergie et des matières premières, qui est certainement un élément bienvenu pour la consommation et pour les banques centrales. Il reste le sujet des droits de douane qui n'a pas disparu, loin de là, puisque d'abord, on reprend ici la situation telle qu'elle est aujourd'hui sur cette diapositive, et on sait que ça peut changer à peu près à chaque heure. Mais la situation telle qu'elle est au moment où on se parle, c'est un tarif de 10% sur les importations globalement, une surtaxe jusqu'à 50% pour certains pays, en particulier d'Asie du Sud-Est, comme le Vietnam ou le Cambodge. Ça, c'était en anticipation justement de la Chine qui pouvait exporter des entreprises pour éviter... Pour éviter plus, il y a cet élément-là également, effectivement, d'autant que pour la Chine, donc, les droits de douane sont à 145%, avec une riposte de la Chine à 125%. Et puis, malgré tout, une exemption partielle sur les produits chinois lorsqu'il s'agit de technologies, ordinateurs, iPhone, etc., et dont on voit bien la logique. De manière plus anecdotique, l'annonce la plus récente, c'est 100% de droits de douane sur les films étrangers. Il en reste pas moins qu'on a une période de transition qui a été fixée à 3 mois de négociations, en particulier avec l'Europe, où les négociations se mettent en place pour arriver à un accord. On ne sait pas aujourd'hui ce que seront les éléments de cet accord. Et donc, l'incertitude est peut-être un peu moindre. On a l'impression que les pires annonces sont passées, mais rien n'est certain. Et on ne sait pas très bien comment tout ça va se terminer. Tous ces éléments donc, se reflètent dans l'inflation et dans les derniers chiffres d'inflation que l'on a eus. Et là, on a des chiffres qui, globalement, sont assez sages, puisque l'inflation en zone euro est ressortie à 2,2% sur les chiffres publiés le 2 mai dernier.
Aux États-Unis, on est à 2,4. On voit qu'il y a un fléchissement de l'inflation, même si l'inflation sous-jacente reste aux alentours de 2,6 aux États-Unis. Toutefois, on voit bien que dans les deux cas, aux États-Unis comme Europe, on se rapproche assez sensiblement de la cible des banques centrales qui est de 2%. Autre élément important, c'est l'évolution de l'euro-dollar. Et donc, on voit sur ce graphique la baisse assez sensible du dollar, qui a perdu quasiment 10%. À partir de l'annonce des droits de douane aux États-Unis. Et cet élément de l'euro-dollar est un élément important, là aussi, pour la politique des banques centrales. Alors, on y vient à cette politique des banques centrales. Donc la Fed et la BCE ont baissé chacune de à peu près 1% l'année dernière leur taux. La BCE a continué de baisser ses taux à plusieurs reprises, donc en 2025 jusqu'à 2,25 aujourd'hui. La Fed, elle, est restée stable. Et donc la question, c'est... Est-ce qu'on reste sur un statu quo ou est-ce qu'on commence à désamorcer Alors, pour ce qui est de la BCE, nous pensons qu'elle va continuer à baisser ses taux compte tenu d'une croissance qui reste très faible et d'une inflation dont on voit bien qu'elle ne met pas en péril la politique des banques centrales, puisqu'on se rapproche de la cible et qu'on a par ailleurs des matières premières qui sont à la baisse, des prix de l'énergie également qui sont à la baisse. Donc, probablement que la BCE va poursuivre au cours de sa prochaine réunion, qui est donc le 5 juin, la baisse des taux est toujours probablement de 0,25%, comme elle l'a fait, de 25 points de base, comme elle l'a fait lors de ses dernières réunions. Bon, ce qui intéresse les gens, c'est aujourd'hui la Fed. Alors, pour ce qui concerne la Fed, il semblerait, enfin, les conditions sont là globalement pour qu'il y ait une baisse des taux de la part de la Fed. Il y a eu un moment où les marchés s'interrogeaient pour savoir si, avec les droits de douane, il y allait avoir de l'inflation et donc éventuellement même hausse des taux de la part de la Fed. Je pense qu'on n'est plus dans ce scénario-là et que la tendance, globalement, va rester à la baisse. Toutefois, la Fed se trouve dans une situation assez inconfortable avec beaucoup d'incertitudes sur la situation américaine, que ce soit sur les droits de douane, que ce soit sur les déficits budgétaires. On a vu que... En fait, si Washington donnait une ligne plus claire, Powell serait plus enclin à bizarrement, baisser ses taux. Bizarrement, Donald Trump souhaite une baisse des taux, mais il ne met pas en place les conditions pour permettre à la Fed de baisser ses taux. Et donc, il est probable que lors de sa prochaine réunion, dans quelques jours, le 7 mai, la Fed ne bouge pas ses taux, mais sur les mois qui viennent, il est assez probable qu'il y ait tout de même des baisses de taux, surtout si la situation venait à se stabiliser, ce qui donnerait plus de marge de manœuvre à la Fed, avec quand même aussi justement la situation du dollar qui est à observer, et avec les effets inflationnistes que ça peut comporter. Cette situation de baisse des taux de la part de la Banque centrale a permis à la quantification des courbes de taux de se poursuivre. Hein. C'est ce que nous annoncions lors des derniers webinaires, ces derniers mois, depuis déjà pas mal de temps. Mais on voit que sur ces graphiques, elle est aujourd'hui effective, avec des taux 10 ans qui n'ont quasiment pas bougé pour la France entre la fin d'année dernière et aujourd'hui, et des taux courts qui, en revanche, ont sensiblement baissé. Sur l'Allemagne, la quantification est également assez claire, d'autant que là, il y a eu une hausse plutôt des taux de 10 ans
liées justement à l'annonce des investissements massifs qui vont être faits sur le plan budgétaire par l'Allemagne. Donc cette pontification est aujourd'hui effective. Il est probable que dans les mois qui viennent, elle va se ralentir. On aura donc, si tout se passe comme on le prévoit, une baisse qui va se poursuivre des taux courts, mais qui devrait, cette fois-ci, entraîner une certaine baisse également des taux longs, même si c'est d'une moindre ampleur. Donc, peut-être encore une pontification, mais avec un rythme moins fort que ce qu'on a connu ces derniers mois. Aux États-Unis également, on voit ici que la courbe des taux s'est sérieusement pontifiée entre la courbe jaune qui représente la courbe des taux à la fin de l'année dernière et la rouge qui est la courbe des taux aujourd'hui. Et on voit bien que le marché, comme nous, considère qu'il va y avoir des baisses de taux de la Fed, même si ça n'est pas pour la prochaine réunion. Parmi les éléments intéressants à regarder, il y a l'évolution des spreads de crédit, donc des écarts de taux entre les emprunts des entreprises et les emprunts d'État. Vous avez ici donc 4 exemples qui sont des exemples d'émetteurs assez variés, à la fois sur leur origine géographique, leur secteur d'activité, les maturités des dettes, et qui sont tous des émetteurs assez bien notés, puisque cela va de Ba2, donc triple B, à simple A. Et vous constatez qu'on a les mêmes évolutions d'écart de crédit sur les quatre émetteurs, et cela se traduit par d'abord dans la période tout à fait récente une hausse assez forte des écarts de crédit par rapport aux emprunts d'État, qui vient après une période de très forte baisse de ces écarts de crédit. Alors les baisses des écarts de crédit étaient liées au fait que les États annonçant des dépenses, en particulier militaires, supérieures, et donc des risques de déficit budgétaire supérieurs, la dette d'État, les investisseurs sont sortis des États pour aller plutôt vers les corporates. Et puis, avec l'annonce des droits de douane et donc les inconvénients qu'ils ont pour les finances des entreprises, ils sont revenus sur la dette souveraine qui semble plus protecteur. Dans l'ensemble, finalement, on se retrouve avec un niveau de spread de crédit qui sont dans la moyenne. Et donc, on a aujourd'hui des écarts de crédit qui sont relativement confortables et qui donnent un attrait certain pour la dette corporate. Alors, tout ça s'est traduit dans le fonds que nous conseillons Origine par une poursuite du rallongement de la vie moyenne du fonds en anticipation donc de baisse des taux. Et on est au-dessus des 5 ans et demi aujourd'hui de vie moyenne. Et on voit aussi la diminution du high yield et du non noté continue, diminution face au resserrement des spreads de crédit qui rendaient donc cette dette moins intéressante. Aujourd'hui, avec le réel élargissement des spreads de crédit, nous allons probablement augmenter un peu le risque de crédit dans ce que nous conseillons. Ça redevient attractif. Voilà, dans ce que nous conseillons aux gérants sur ce fonds, parce que cela devient plus intéressant. Et l'idée est de maintenir une vie moyenne relativement longue pour bénéficier de la baisse des taux. Voilà, donc nos anticipations pour les prochaines semaines, et pour résumer,
Poursuite de la baisse des taux de la part de la BCE, et y compris pour la prochaine réunion, début juin. Des baisses de taux également de la part de la Fed, mais pas nécessairement cette réunion de ce mois-ci. Dès demain, tout simplement, et puis voilà. peut-être probablement juin. Ce sera ensuite dans les réunions suivantes que l'on pourrait avoir des premières baisses de taux. Et puis une pontification de la courbe des taux, en particulier française, qui devrait commencer à ralentir, non pas s'arrêter, mais en tous les cas ralentir, ce qui voudrait dire que les baisses de taux courts devraient profiter aux taux longs, qui devraient baisser également, même si c'est dans une ampleur moindre. Très bien. Voilà. Merci à vous, Philippe. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Et puis au plaisir de vous retrouver dès juin. À bientôt. Au revoir. Au revoir.